nous avons le plaisir de recevoir parmi nous aujourd'hui M. Charles Giuseppi, qui est politologue, qui est fonctionnaire local au niveau de l'ambassade du Venezuela en France, et qui va donc intervenir sur la personne de Chavez, sur sa politique, sur le phénomène d'internationalisation de ce processus révolutionnaire qu'a été l'action de Chavez. Et donc, et ce sera interactif. Il vous demandera d'intervenir au fur et à mesure, de poser des questions. Et voilà. Donc, je vous en prie. Merci. Bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir ici dans votre salle. Donc, j'essayerai de vous expliquer toutes les idées et de vous répondre à vos questions. Je vous remarque aussi que je ne parle pas très bien français. Donc, on essaye de... No habla espagnol. Espagnol, oui, un petit peu. Si vous voulez, si vous proposez de faire un débat ouvert, ou vous préférez que j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est Hugo Chavez, comment c'était passé Il faut commencer par une présentation de la situation au Venezuela. L'actuelle. L'actuelle présentation, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux. Et ensuite, on passera au débat si vous le voulez, enfin si les camarades autour de la table sont d'accord. D'accord. Donc on aimerait entendre votre point de vue. On n'a pas l'occasion d'écouter des Vénézuéliens tous les jours. Et donc on aimerait bien entendre votre éclairage. D'accord. Et nous savons en ce moment, je vais faire un très vite fait parcours, depuis un mécontentement généralisé de la société vénézuélienne à la fin des années 80, avec l'imposition en Amérique latine, au Venezuela aussi, des mesures de FMI, de la Banque mondiale, le peuple a résisté et tout ça, ce mécontentement a produit un résultat. A créé à l'intérieur de l'élite militaire vénézuélienne un groupe qui s'est formé et qui s'est dit on respecte le peuple, on va continuer de suivre les mesures de ces gouvernements corrompus. Donc Chavez est issu de ces formations politiques à l'intérieur au sein de l'armée vénézuélienne, de l'armée bolivarienne, qui s'appelle Mouvement Bolivarien Révolutionnaire MVR 200. C'est un groupe de militaires. Il essaie de faire un coup d'État en 1992, il rate ce coup d'État contre l'ancien gouvernement de Carlos Andrés Pérez, qui à la fois c'est un grand allié de George Bush le père, c'est allié de Felipe González en Espagne, de Menem en Argentine. C'est l'époque des années 90, le retour de l'ère de la reconquête post-consensus de Washington, pour ainsi dire, un peu ça. Et Pérez, effectivement, vous m'entendez là? Très bien. Oui, bien. Et Pérez s'inscrit à l'intérieur de ces dynamiques. À côté d'Alan Garcia, de Menem en Argentine, de différents présidents, un peu pareil. La caractéristique principale de cette période, c'est l'imposition au peuple des mesures insoutenables par rapport à la qualité de vie, à l'acquisition des biens, avec les inflations qu'on n'a jamais connues, environ de 100%, c'est-à-dire des conditions très misérables. Et ça provoque une rupture effective qui déclenche ces coupes d'État ratées de 1992. Il y a une deuxième intention de prendre le pouvoir en 1992 dans la même année. Je ne sais pas si vous avez entendu de ça, mais ce n'est pas très important. D'autres militaires qui ont suivi Chavez, au moment où Chavez était impressionné, ils se sont lancés vers une nouvelle tentative de coup d'État, aussi ratée à la fin de 1992. Ça reste comme ça. Chavez sort des prisons grâce aux accords d'un nouveau gouvernement en 1994. Il fait vite fait une campagne électorale et il remporte les élections. À la fin 1998, et il commence un gouvernement en 1999. Bon, il s'est dit, ici c'est la galère partout, on essaie de créer un nouvel État. On va mettre en marche une nouvelle constitution. On change toutes les règles fondamentales de l'État. Quel est l'objectif principal de Chavez? La distribution de richesses énormes en main d'une petite partie de la population, des riches, des gens qui contrôlaient PDVSA.
Et redistribution de la richesse, économie sociale. Il n'a pas parlé en ce moment de socialisme. Au début, il parlait de redistribution de la richesse, de lutte contre les élites et de lutte contre la corruption. Malgré ça, il va affronter tout de suite des ennemis qui apparaissent comme sortis d'un sac. À l'instant, il commence à faire des mesures de changement qui touchent la propriété privée et dès le début de l'année 2001, il prend le pouvoir en 1999 et dès le début de l'année 2000, ça commence une guerre contre Chavez et contre tout ce qui semble avoir le chavisme, c'est-à-dire les pauvres, les misérables et tout. La force de Chavez, c'est une élite militaire qui a conquéri le pouvoir par la voie démocratique et supporté par un peuple, environ de 13-14 millions de personnes. Donc ça, c'est important, parce que ça casse les structures traditionnelles des pouvoirs en Amérique latine, que c'est, je ne sais pas si vous me permettez un peu ça, en Amérique latine, nous avons historiquement, après la colonisation, plus ou moins un truc comme ça, une élite militaire, et ici, trois grands groupes d'élites. Les élites économiques, les grands entrepreneurs de, comme on dit, de la finance, la banque. Ici, il y a les banques. Imaginons qu'ici, il y a par exemple le petit et moyen commerçant, les Portugais, même les Américains, c'est-à-dire la bourgeoisie commerciale vénézuélienne, la bourgeoisie financière, et une bourgeoisie émergente, mais aussi une bourgeoisie industrielle, qui ont contrôlé le pouvoir qui est ici, appuyé par une élite militaire. Donc ça se casse au Venezuela parce que l'élite militaire passe à côté d'un mouvement social qui essaie de fracturer cette idée des élites. C'est ça ce qui passe au Venezuela. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en Amérique latine, il y a aujourd'hui des conditions de domination similaires. Dans d'autres pays, je ne veux pas dire lequel, mais dans d'autres pays, il y a des conditions similaires de domination. Ces conditions, il y a des facteurs qui ont fait basculer les relations de pouvoir, et Chavez a conquéri le pouvoir. Avec des militaires, elle s'est installée, elle vient. Mais après un certain temps, ça vient un autre problème. Et puis d'accord, je vais toucher les intérêts, je vais contrôler l'entreprise, la principale entreprise pétrolière d'Amérique latine. En ce moment, aujourd'hui, c'est Petrobras. Elles sont concurrents. Petrobras, PDVSA, je vais contrôler PDVSA. Bon, au bout d'une semaine, PDVSA, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Il est sage, il commence à faire des changements. Il commence à faire des changements avec des lois et tout, et ça marche. Le jour où il s'est dit, j'ai touché toute l'élite de PDVSA, il a duré une semaine au pouvoir, c'est fini. J'avais 10, aujourd'hui il en dit, demain tous les, comment on dit, par exemple vous tous, la gérance générale de PDVSA, je les quitte la tête. Et la durée, il arrivait jusqu'à vendredi, c'est fini. Il y a un autre groupe de militaires appuyés pour les États-Unis qui l'ont fait un coup d'État l'année 2012, je ne sais pas si vous savez. Bon, vous voyez un petit peu, j'essaie de raconter comment s'était passée l'histoire. Il touche PDVSA. Bon, pour ces paradoxes de la politique, on arrive à supporter la grève pétrolière, on arrive à supporter le coup d'État, et on réussit. Et on arrive à changer cette coupole entrepreneuriale de PDVSA qui n'est pas des Vénézuéliens, qui sont c'est l'élite des États-Unis. Hein. Ils parlent l'espagnol, mais se sont formés en université américaine, c'est des Harvard, les Chicago Boys, qui gouvernaient l'entreprise, la principale richesse d'un pays. Et ça ne peut pas être possible en termes de la révolution bolivarienne. Bon, ça signifie clairement un défi aux intérêts des États-Unis dans l'Amérique, et ça pose des problèmes majeurs pour les Américains. Ces mecs, il faut les tuer, il faut les quitter de pouvoir, il faut faire n'importe quelle chose pour essayer de les détruire, l'assassiner, n'importe de quel moyen. Donc, entre l'année 2001 et l'année 2005, on essayait d'avancer dans un processus entre l'année 2001, par exemple, et l'année 2005, 2006 environ, on essayait d'avancer, de construire un processus révolutionnaire
Tandis que d'autre côté, on a essayé de se défendre. C'est très difficile de se défendre. On entend qu'on essaye de dire on construit une révolution, on redistribue la richesse, mais de l'autre côté, il y a des ennemis partout. Partout, il y a des gens partout qui disent sa révolution ne va pas marcher, il faut l'arrêter. D'ici là, le président a dit bon, d'accord, j'ai besoin d'internationaliser cette histoire parce que je résiste et je suis engagé dans des idéaux, pour ainsi dire, qui sont concurrents, qui se rassemblent aux idéaux d'autres pays dans le monde. Donc, il se rapproche, il commence à voyager, il commence à sortir du pays, il commence à avoir les alliés internationaux, les pays qui les soutiennent, dont l'Algérie, il y a d'autres pays aussi. Malgré on n'a pas rentré fortement dans la politique internationale, aujourd'hui on peut dire effectivement que la politique internationale après Chavez, ce n'est pas la même politique. On n'avait même pas de politique internationale avant Chavez. C'est la politique des États-Unis. On n'avait même pas des chancelières, des politiques internationales. Venezuela n'apparaissait pas dans rien. C'est pétrole et des belles femmes. C'est tout. C'est ce qu'il avait là à l'époque. Aujourd'hui, ce rapport des choses a changé. Il y a un gouvernement national qui affronte les Américains. On est allié de Cuba, clairement. On le dit clairement. On est allié des Cubains parce que c'est un peuple pour nous qui était opprimé, sans justification, sans raison. Et puis on a tombé dans la sympathie des pays du Moyen-Orient, de tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient, sans discrimination, parce qu'on a rencontré, on a vu que ces pays-là sont des gens qui sympathisent avec nous en montant. Et ils sympathisent parce qu'ils savent que la lutte qu'on mène, c'est la même lutte d'une certaine manière qu'ils sont en train de mener, bien s'ils sont clairs ou pas clairs. C'est une lutte fondamentalement anticolonialiste, comme vous avez dit, c'est une lutte anti-impérialiste. Et quand on parle, par exemple, d'anticolonialisme, on parle de quoi? On s'est dit, je ne sais pas si vous avez entendu parler depuis l'année 2006, le président vénézuélien a passé à une nouvelle offensive, donc on a commencé à nationaliser des entreprises au Venezuela. Clairement, ce n'est pas la même nationalisation que Fidel a fait à Cuba, de dire voilà, c'est l'armée révolutionnaire qui vient ici, tout le monde se va, vous prenez son avion, et ça c'est un nom de l'État. Non. Au Venezuela, c'était passé comme ça. Le processus de nationalisation 2006-2010, c'est un processus de nationalisation dont les entreprises, dans des tables rondes, ont gagné beaucoup de l'argent parce que l'État a réglé, a honoré ses dettes, a payé, il a dit d'accord, ça coûte combien votre entreprise? Je vous l'achète, je vous règle la quantité, le montant que vous... Et parfois, même, il a versé plus d'argent que l'entreprise coûtait. Ouais, voilà. Donc parfois, ils sont sortis en gagnant de ces tables de négociation avec le gouvernement vénézuélien. Ça, il faut le dire. Parce que par la plupart, ces entreprises ont été déficitaires. C'est-à-dire, ils disent, non, il y a Chavez qui m'enlève les entreprises. Non, mais vous ne produisez pas de la richesse au Venezuela. Ça, il faut le voir. Ils disent, d'accord, c'est un gouvernement communiste, ils nous quittent. Mais ces entreprises sont stériles, ça ne produit absolument rien. De point de vue des richesses économiques, c'est-à-dire, par la plupart, je ne sais pas si vous savez, les entreprises en Amérique latine, elles fonctionnent. Ils prennent un petit peu de revenus, je m'installe ici, mais ce sont des capitaux qui s'en sortent du pays. Ce n'est pas un capital qui encercle, comme on dit, qui ne revient pas sur l'amélioration des conditions de vie de la population. On n'est pas réinjecté. Voilà, voilà. Donc on a aussi mis un point sur ça. Bon, vous voyez que tous ces genres de messieurs sont, pour ainsi dire, contradictoires avec la politique américaine, avec la politique des États-Unis, avec les intérêts des classes dominantes dans le monde. Et ça nous a porté énormément de problèmes. On ne sait pas combien de temps, on espère, on va se battre pour que la révolution puisse durer beaucoup de temps, mais en même temps, on a des faiblesses à l'intérieur de nous, on n'a pas eu, c'est-à-dire on a commencé à faire les choses au fur et à mesure, mais on ne savait pas vraiment comment... Et quelle est la position de l'armée dans ce processus? C'est très intéressant. L'armée vénézuélienne, elle n'était pas toute à faveur du processus révolutionnaire, bien entendu. L'armée vénézuélienne, c'est une armée très particulière.
Au Chili, par exemple, l'armée chilienne, je ne sais pas si l'armée française, l'armée en Amérique latine, je reviens sur le continent, l'armée, en tant qu'élite militaire, elle est composée, ces cadres, ces lieutenants, ces colonels, ce sont des gens issus des classes moyennes. Vous le voyez. Au Venezuela, non. Les riches ne voulaient pas y aller à l'armée. C'est pour les noirs, pour les gens qui n'ont rien à faire. Nous sommes entrepreneurs, avocats, médecins. On ne voulait pas tomber sur les lieutenants, c'est la racaille. Et donc, ceux qui ont commencé à entrer dans des postes lieutenants, colonels, ce sont des gens issus de beaux peuples. Et ça, sans le savoir, sans le vouloir, ça va se couler la question du pouvoir. Parce que c'est une armée qui contrôle. En l'année 2001, en pleine crise politique, parce que vous savez que toutes ces mesures dont on a parlé tout à l'heure, avec une crise politique à l'intérieur du pays, avec l'opposition. On s'est battu dans les roues, l'opposition sortait tous les jours animée par une chaîne de télévision. Bah si, il faut sortir contre la dictature. Il faut sortir, Chavez c'est la dictature, c'est horrible, c'est Fidel Castro, c'est les Russes, ils vont nous enlever nos enfants, ils vont nous tuer nos enfants, comme en Russie, vous voyez. Et ils montraient même des champs de concentration, c'est l'armée qui prépare les champs de concentration pour... Il aura plus le droit d'avoir n'importe quoi. Vous voyez, vous savez un peu ça de quoi je parle. C'est les médias qui ont fait un travail excellent là. Malgré ça, ils n'ont pas réussi, mais excellent travail. Donc, cette armée, en 2001, a sorti des généraux, des militaires. Ils sont sortis des casernes militaires et ils se sont présentés dans des places publiques pour dire voilà, je viens ici à manifester mon mécontentement public contre le gouvernement. Imaginez-vous 150 officiels de haute hiérarchie dans les places publiques du Venezuela manifestant contre le gouvernement. Non, on s'en bat. Ça, c'était aussi pour nous la vieille classe politique. Parce que cette armée, cet estamon militaire n'était toute composée des classes pauvres. C'est un estamon militaire aussi divisé entre des gens à faveur et contre Chavez. Et on ne parlait pas des idées générales. Pas tout le monde est à faveur de nous, pas tout le monde est contre Chavez. Donc, cet estamon militaire, tout le monde se présentait. À la fois, ces mouvements, c'est fini, le pays a continué, et ces militaires ont quitté son poste. Aujourd'hui, il y a des nouveaux militaires, et depuis 2002, ça a commencé à l'intérieur de la formation des forces armées, une nouvelle doctrine militaire fondée sur le bolivarianisme, l'altermondialisme, la propriété nationale des PDVSA, et tout ce genre des idées. Ça a été et ce processus, il continue aujourd'hui, un processus de formation, de rapprochement. Je vous rappelle que l'armée vénézuélienne, c'est l'une des forces armées dans le monde qui fait des activités à côté du peuple. Elle organise des marchés solidaires, elle contrôle par exemple la question de... comment on dit, elle fait des travaux dans des installations militaires et scolaires. Elle prépare... Travaux d'utilité publique. Oui, travaux d'utilité publique. Travaux d'utilité publique. Et c'est là, à partir de l'année 2001, c'est le gouvernement qui a dit, vas-y, vous ne restez pas dans les casernes, vous sortez, comme ça vous verrez le peuple, vous verrez la pauvreté, vous allez s'en prendre de vous-même de ce qui se passe. C'est ça votre pays. Et ça a créé un effet très très intéressant. Donc les militaires aujourd'hui sont chaque fois plus révolutionnaires, plus révoltés pour ainsi dire, et plus contestataires. Excusez-moi. Oui. Juste pour le processus des nationalisations, j'ai entendu dire dernièrement que Chavez est en train de revenir sur ça. Oui, il n'a jamais s'arrêté. Ça veut dire qu'il est en train de lâcher justement ce processus de nationalisation parce que finalement celles qui ont été nationalisées n'arrivent pas à assurer, comme par exemple les compagnies pétrolières, n'arrivent pas à assurer la production nécessaire pour pouvoir permettre au pays de continuer à se maintenir. Donc, on pense à privatiser.
après les avoir nationalisés. D'accord. Je vous conseille toujours de se méfier des informations, toujours de se méfier et Non, c'est toujours pour ça que je vous pose la question. et toujours Pour savoir ce que c'est vrai. et toujours tomber sur les données. Quand on termine la grève pétrolière à la fin de 2002, début 2003, on se trouve avec des indicateurs mortels. L'économie vénézuélienne chute parce que l'élite PDVSA a dit on se va à la grève, on arrête le pays. Ils ont coupé même les pipelines pour transporter le pétrole, ils ont coupé les systèmes de distribution, de stockage, ils ont abandonné ces postes de travail d'une entreprise qui c'est le corps économique du pays. À la fin de 2002, début 2013, ils ont laissé le pays enfondré dans la mine, dans la misère. Comment tant que le gouvernement essaie de reconquérir les postes, et je ne sais pas si vous savez, mais il y en a beaucoup de gens de l'Algérie, d'Olivier, qui se sont rendus sur place pour nous prêter son aide en matière technologique, en matière de puits, de tout ça, de l'Inde, de Chine. On a reconquéri l'entreprise pétrolière en 2003. Oui. Il a commencé dans cette même année, 2003, un processus de nationalisation. Pas de PDVSA, parce que PDVSA, elle était déjà nationalisée depuis 1975. Mais tous ces systèmes opératifs qui se font à partir d'elle, c'est-à-dire les entreprises de sous-traitants, qui sont aussi grandes qu'elle, c'est-à-dire qu'il y a différentes échelles de la production pétrolière, et ces entreprises à milieu ce sont des grands monstres économiques. Je parle des Total, je parle des ExxonMobil, je parle, vous voyez, des Yukos, des chefs de l'économie mondiale, BP, et ils sont dans tous ces processus de sous-traitance du moment de l'exploration jusqu'à que vous avez l'essence ici en bas pour faire marcher votre voiture. Donc la production pétrolière, Venezuela a créé des entreprises mixtes. Il s'est dit d'accord, on ne va pas nationaliser d'une seule coupe, on va s'accorder parce qu'on n'a pas non plus la capacité d'extraire, d'accomplir tous les processus. Donc ils se sont dit on va créer des entreprises mixtes. Vous faites une partie, mais je me garde le 60%, à moins le 51% majoritaire qui reste à main de l'État. Par rapport aux entreprises qui ne sont pas dans le domaine pétrolier, et il a effectivement nationalisé, il a commencé un processus de nationalisation, le gouvernement national, c'est des processus parfaitement légaux, et ce processus n'est jamais arrêté. Ce processus de nationalisation, de renationalisation des entreprises, il a eu des pics, des tombes, mais il n'a pas reculé. Ça continue. La semaine, ça fait 2 semaines, il y en a 34 entreprises agroalimentaires qui ont été expropriées, nationalisées, parce que justement, il avait, comme on dit, je ne sais pas si vous connaissez Monsanto. Oui. Comment? Bon, on a nationalisé Monsanto, JBS, des entreprises qui sont dans le domaine agroalimentaire. C'est la dernière acquisition. Alors, clairement, c'est un débat à l'intérieur de la révolution si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Parce qu'il nous faut avoir des cadres politiques pour gérer un peu l'histoire et tout ça. Ça, c'est vrai. Mais d'autre côté, on sait que si on les laisse ces entreprises à main de contrôle privé, d'un jour à l'autre, ils peuvent provoquer des sabotages. C'est ça l'idée. L'idée, ce n'est pas seulement de... Après, on verra si on résout les problèmes de gérance proprement dit des entreprises. Mais tout d'abord, la question d'éviter des sabotages. Parce que, par exemple, il est sage par tous les moyens de tomber le gouvernement. Donc, si je suis un entrepreneur de l'agroalimentaire, j'arrête la production d'entrantes pour l'élevage, pour l'élevage bovin, j'ai produit une crise alimentaire, donc les gens commencent à être mécontents et ils disent voilà, c'est le gouvernement, c'est-à-dire c'est toujours une espèce de sabotage pour endommager l'image de Chavez. Nous avons aussi nos défauts, on n'est pas parfait, on n'est pas des singes ou des démons, c'est juste qu'on essaye de redistribuer la richesse, il y en a d'autres qui essayent de la freiner. Donc par rapport à ce que vous demandez, je pense que des processus de nationalisation, bien qui sont compliqués, et bien qu'on n'a pas des cadres formés
à niveau des entrepreneurs, ça c'est vrai. Il y a des entrepreneurs qui sont spécialisés dans son domaine, dans son entreprise. Bien qu'on n'a pas ce genre de cadre très formés, on comprend que c'est très important de le faire, on comprend que c'est nécessaire, qu'on ne peut pas reculer. Donc et des nationalisations légales, des nationalisations payées. Et on a fait surtout attention d'essayer de nationaliser des entreprises, comme je le répète, qui ont été à la base très déficitaires, des entreprises qui n'ont pas produit d'argent suffisamment, ou qui ne redistribuent pas, par exemple, le cas du Banco Santander. Il y a Banco Santander au Venezuela? Oui, il y en a, c'est le contrôle de l'Amérique latine. Colombie, Banco Ganadero de Colombie, en Colombie, le Banco Nacional d'Argentine, de Santander, alors, Banco de Venezuela. Comment ça se passe avec les banques, justement? Bon, on a commencé un processus, on les paye, ça, négociation, on paye, je sais pas, 10 000 millions de dollars, des histoires énormes. Et ça passait à main de l'État, et ça fonctionne parfait. Tous les comptes nationaux sont aujourd'hui au Banco de Venezuela, que c'est notre banque principale, et qui a resté 20 ans dans les mains des entreprises privées, et qui n'a pas donné de crédit, qui n'a pas... Il ne s'est pas engagé vraiment dans le développement. Notre problème, c'est qu'on la question du développement. Si vous savez des énormes gens qui font de la richesse, ici, il y a des autres qui habitent dans la pauvreté, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc on va voir si on les nationalise, si ça va marcher comme ça. À moins d'avoir des crédits, des opportunités, que quelqu'un puisse avoir une petite voiture. C'est un peu ça la question de la... Ça veut dire que la Banque centrale, maintenant, elle est nationalisée? Non, pas la centrale. Non. La banque centrale, c'est toujours nationale. C'est la banque centrale d'un pays. Je parle de la banque, une très importante banque d'affaires, qui s'appelle Banco de Venezuela, avant nationale, avant public, pour ainsi dire, puis privatisée dans les années 90 et renationalisée dans les années 2000, 2010. 2009, c'était nationalisé. Quelle est l'attitude des trois entités dont vous avez parlé au début, la bourgeoisie comprador, la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie terrestre, financière, l'attitude vis-à-vis du processus en lui-même? Est-ce qu'ils sont dans l'attente, ils ne sont pas concernés? Est-ce qu'ils sont contre? Est-ce qu'ils agissent? Ah ben c'est clairement, ils sont contre le processus révolutionnaire. Oui. Et ils sont contre le processus révolutionnaire depuis, dès le début. Hein. Ils ont compris tout de suite, ce sont des ennemis. Hein. C'est la misère qui vient nous quitter nos richesses. Et vous l'analysez dans les discours. Il suffit que vous preniez un morceau d'un discours télévisé de l'année 2001 et vous voyez les gros mecs comme ça, très habillés, qui disent en costume, oh, c'est illégal. Il n'y a pas de défense. Il y a deux mots qui semblent très particuliers. On le trouve ici, en Algérie, en Chine et partout dans le monde. Il y a le mot démocratie, dans lequel on croit, mais à notre manière. Il y a le mot état de droit, c'est-à-dire celui qui garantit, la garantie de l'État qui permet aux entrepreneurs de faire n'importe quoi, mais toujours selon les lois. Clairement, les lois bourgeoises. Ce n'est pas les lois qui ont créé, c'est les lois de la bourgeoisie. Il y a aussi la démocratie, ils s'entendent, ils répètent toujours ces deux mots. Ah, la liberté. Il n'y a pas de liberté au Venezuela, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit. Ça, c'est l'axe discursif de l'opposition. Ils n'ont rien à dire pour cela. Ils n'ont rien à dire. Tout ça, c'est à peu près ces idées fondatrices. Il s'agit de se mettre... Ils sont contre le gouvernement national, mais ils sont contre le gouvernement national comment? Ils sont contre le gouvernement national de quelle manière? Pas seulement par ça. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Globovision. Globovision. C'est à peu près de TF1 en France. Ça se voit dans tout le pays. Et ils ont commencé, le président de Globovision dit on s'arrête de passer publicité, quoi que ce soit, télénovela, arrête. Toute notre programmation, notre grille, c'est une attaque systématique contre le gouvernement national, contre tous ces programmes, contre tout. Et elle est entre les mains de qui cette télévision? Il est entre les mains, Globovision est entre les mains d'un homme qui s'appelle Néstor Meserane. Ça c'est lui,
il est descendant c'est un peu l'élite juive vénézuélienne qui est très 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 milliardaire. Nestor Messerane, c'est l'un des chefs de Globovision. Il y a un autre qui s'appelle Federico Ravel. Federico Ravel, c'est aussi des milliardaires. Federico Ravel, Nestor Messerane, qui sont les propriétaires. Mais à la fois, ils sont reliés aux chaînes de télévision, par exemple au Miami, il y a Univision, et à la chaîne de télévision Marte TV, qui c'est un groupe entrepreneurial qui contrôle la moitié d'Amérique latine par rapport aux transmissions. C'est un groupe qui s'appelle Marte Télévision. Marte Télévision appartient, l'un des actionnistes est un Vénézuélien. L'un des actionnistes est un Vénézuélien qui s'appelle... je ne sais pas comment il s'appelle. Mais oui, c'est des origines françaises justement, il s'appelle Marcel Granier. Bon, tous ces messieurs dont je vais parler, par hasard, ou miraculosement, sont les principaux opposants du gouvernement de Chavez. Miraculosement, ce sont eux qui s'opposent plus fortement. Et ça nous fait penser qu'est-ce qui se passe. La bourgeoisie vénézuélienne s'oppose à ce gouvernement. Je veux voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu ça qu'on a plus ou moins essayé de regarder au long de ces années, non? Oui. Je vais justement poser la question par rapport à la banque Banco Santander. Donc, j'aimerais bien savoir quelle est la politique de Chavez, justement, par rapport à la crise financière internationale. C'est quoi sa position? Comment il compte se protéger son pays? D'accord, très intéressant. Et l'autre chose, je voudrais savoir, est-ce que la Banco Santander a la même activité lucrative au Venezuela que celle qu'elle a au Brésil, par exemple? Donc on va procéder comme ça, oui. Questions-réponses, et on va continuer la conférence comme ça, si vous voulez bien. Ce sera plus animé. Je crois que c'est très important. Oui, je veux dire qu'on va continuer comme ça, questions-réponses. Vous entendez Très bien. D'accord, excusez-moi. D'accord, on a parlé de la banque à Santander. Je ne pourrais pas vous dire la chiffre d'affaires s'il gagne beaucoup en Brésil. Ouais, pareil. Je n'ai pas encore la carte d'adhésion en tant que... Pourquoi c'est très important, cette banque? Elle fait partie du groupe Interalpha, qui est le noyau dur de la finance internationale. Et elle utilise par exemple actuellement le Brésil pour maintenir encore le système en vie, en pillant le Brésil. Je voudrais savoir si c'est la même chose. Imaginez-vous que la banque Santander, c'est à la fois, il vient d'Espagne, dans le Pays Basque, dans une petite région de 3-4 millions d'habitants, dans un petit village de Guipúzcoa, au Pays Basque, là où il avait 4 ou 5 familles qui contrôlent la banque, la moitié de la banque en Amérique. Il avait le groupe Santander, que c'est la famille Santander, dans son petit village ici, c'est l'Espagne, par exemple, ici, c'est toute cette histoire vient d'ici. Santander, vous avez aussi le groupe BBVA, ça c'est le Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, qui contrôle la moitié aussi, c'est pas des chiffres d'affaires de 200-300 millions de clients. Imaginez-vous, on parle des services financiers particulièrement. Ce sont des financiers qui font des business en Amérique latine. Le chef de l'histoire, ces gens qui gagnent beaucoup d'argent, des entrepreneurs avec des chiffres d'affaires supérieurs à 50 000 milliards de dollars par an. C'est ça dont on parle. On s'est affronté des gens comme ça. Alors par rapport à la crise financière internationale, quels sont... Vous voyez, il y a beaucoup des analystes, des économistes, des analystes qui disent, ok, soutien, les prix du pétrole vont chuter, comme effectivement ils l'ont fait depuis la fin 2008, et ces chutes des prix pétrolières, des courses pétrolières,
va provoquer la mort de la révolution bolivarienne parce que c'est une révolution qui était soutenue dès le début avec l'argent de pétrole. Bon, c'est vrai, le dernier que je dis, mais c'est pas vrai le premier. Ça va pas provoquer une chute substantielle de notre PIB ou de notre croissance économique. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que si nous sommes, ça c'est l'État qui mène des politiques de redistribution contrôlées par un gouvernement socialiste. Mais je vous rappelle que l'État vénézuélien, c'est celui à la fois qui contrôle la principale source de recettes fiscales, PDVSA. D'accord? Si bien on a été affecté par les effets de la crise économique internationale dans un certain groupe de domaines, il y en avait un autre groupe de domaines de la production interne. Par exemple, je parle des communications, des télécommunications, de systèmes par exemple des services. Le côté des services, on va les faire plus simple. L'État vénézuélien mène une politique de redistribution. Cette politique de redistribution d'argent provoque et stimule, pour ainsi dire, la consommation interne. La consommation interne crée ici une base qui ne dépend. C'est-à-dire, ici, on a 11 millions de consommateurs, 12, 13, 14 millions. On a une population de 30 millions de consommateurs. Mais imaginons qu'on parle sur la base des 15 millions. On est 15 millions de consommateurs. L'argent vient de l'État qui est redistribué ici. Et ces petites branches de la société, des consommateurs, stimulent la demande agrégée interne. Ces demandes agrégées internes, toutefois qu'elles se maintiennent, on n'est pas affecté pour les décisions ou pour les chocs, pour les pressions du système financier international. On a commencé on a fait le budget 2011, on a fait le budget 2011 sur la base de $40 par baril de pétrole, tandis qu'il est remonté aujourd'hui à 71, à peu près de 72. On a calculé, parce qu'après qu'on s'est vu l'année 2008, comment ça a chuté, les courses pétrolières et tout ça, il y a une chose qui revient tous les années, qui s'appelle le pick-up, une espèce d'histoire dans les marchés full de pétrole. On a calculé sur $40 par baril le budget 2011, et on est à peu près de 71 prix. Mais toutefois qu'on stimule la production, la consommation interne, ces grandes branches de demande agrégées, on est capable de se maintenir bien au-delà des mouvements de la finance internationale. Il a eu un recul important, par exemple, par rapport à votre question, parce qu'on est accusé de ça. Ben oui, il a eu un recul important de la masse entrepreneuriale locale. Moins d'entrantes, j'achète moins parce qu'il y a un contrôle d'échange de dollars, j'achète moins. Mais ça ne touche pas vraiment l'économie vénézuélienne en termes réels. Parce que si bien il a eu un recul, ce recul a été compensé avec une forte redistribution et un investissement. C'est-à-dire l'inversion privée a reculé, le capital privé a reculé, mais le capital public a grandi. Et il est capable de provoquer plus de demandes, et dans la mesure où il provoque plus de demandes... La monnaie vénézuélienne, c'est une monnaie, elle est flottante, non? Elle est flottante, ou c'est le gouvernement fixe sa valeur? Ça, c'est un peu compliqué. Et le niveau de dette aussi, tout ça. Regardez, nous sommes à niveau des dettes, le pays l'un des mieux positionnés en Amérique latine en ce moment, sauf que personne ne le sait. On est descendu de 300 000 milliards de dollars la dette publique externe en 2001 et on est à peu près de 18 000 milliards de dollars. 18 milliards. C'est comme ça. 1800 milliards, non 18 milliards. 18 milliards. Et 6 zéros. Oui, c'est 18 milliards. Voilà. 18 milliards. Ces quantités est aujourd'hui... Ça, c'est la dette ou le PIB? La dette publique extérieure. D'accord. Mais on est passé de 35. Ouais. C'était 35, 36. Et le budget de 2011, Je il est vous en rappelle équilibre? que la d'Argentine, c'est 130 000. Ouais, ouais. 130 milliards. Ouais. Celle du Brésil, c'est à peu près de 85
Milliards. Et la nôtre est descendue à 18 millions. Et Nos on donne- réserves internationales, par exemple, sont à peu près de 30. La même quantité, $1 milliard. Par rapport au contrôle d'échange que vous avez parlé, je réponds à la question de Messier, la monnaie vénézuélienne. Et là, un taux d'échange. Et le PIB, il est de combien? Il y a un débat, parce que nous avons deux, trois. C'est très difficile de calculer le PIB chez nous, parce qu'on a normalement trois. Vous parlez des deux PIB. Il y a une économie pétrolière, il y a l'économie non pétrolière. Normalement, la première subside la deuxième. Donc, on ne peut pas parler des. Il faut toujours faire l'analyse des deux PIB. Notre PIB pétrolier sera toujours énormément. Donc, le PIB pétrolier. Selon les estimations de la Banque centrale au Venezuela, ça doit être environ de 300 milliards de dollars. Oui, c'est ce qui est sur Wikipédia, c'est à peu près pareil. À peu près de 300 000, si je ne me trompe pas, excusez-moi, 310 000. Voilà, c'est Il y a des, 310 milliards à peu près. 310 milliards de dollars. C'est à peu près ça, là, le PIB. Le PIB réel de l'économie pétrolière. Et celui de l'économie non pétrolière, ça doit arriver à peu près de 80 Ils ont développé le... 90 milliards de dollars. Alors, excusez-moi, En dehors du passé. c'est bien beau de parler de PIB, etc., la monnaie, mais les indicateurs, personnellement, qui m'intéressent, c'est le taux de chômage, par exemple, au Venezuela, le revenu par personne, enfin, le revenu moyen, etc. C'est des indicateurs plus terre à terre qui sont plus intéressants, à mon sens, ouais, pour d'accord. donner une image de ce qui a été fait par la révolution sociale. Le niveau de vie. le niveau de vie, etc. Parce que ces indicateurs nous donnent le rapport de force avec la finance internationale. Tout Voilà, ça, enfin, absolument. comment on peut négocier. Non, j'ai juste répondu à la question de Messier. Ah oui, bien Oui, sûr. sur la monnaie, puis on va passer. Je termine avec le Messier, la question de la monnaie. Je passe avec Voilà. Nous savons. Si vous voyez, il y a toujours, je vous rappelle par exemple, vous qui avez posé la question, il faut toujours se méfier des indicateurs. Si vous regardez la Banque mondiale aujourd'hui, le FMI, ils disent que l'économie vénézuélienne c'est moins 2,3% négatif de croissance de PIB. Je dis d'accord, c'est une économie en personne qui ne connaît pas de ça dit ah bon, c'est Chavez, t'as vu, l'économie recule. Mais ce sont des évaluations qu'ils font annuellement. Des taux, c'est-à-dire ils utilisent les méthodes interannuelles. On peut utiliser des méthodes trimestrielles, désestationalisées. Et si on contrôle, on voit d'autres chiffres positifs, par exemple. C'est-à-dire il faut toujours se méfier des indicateurs. Il faut à moins savoir d'où ils viennent et comment ils ont été calculés. Parce que ça, c'est important. Par rapport à ce que vous disiez, nous avons un taux d'échange aujourd'hui de 2,3 bolivars par $1. C'est 4 ou 2? 4 bolivars par $1. Ça, c'est le taux officiel. Je vous rappelle que depuis 2005, le gouvernement établit un contrôle d'échange très ferme. Ça, il faut le dire, très ferme. Personne n'est pas... Vous ne pouvez pas faire sortir les devises du Venezuela, mais pas la rentrer sans avoir une permission légale d'une institution qui s'appelle CADIVI. Donc les taux qui a établi le gouvernement, c'est 2,3 par... On a deux taux d'échange officiels. Les officiels sont officiels, c'est-à-dire le taux d'échange du gouvernement. L'officiel, c'est celui-là. Pour l'achat des intrants, des produits pour la production nationale, des achats. Et par exemple, pour les étudiants qui vont sortir à l'étranger, qui vont faire ses études, pour l'agent qui va aller s'opérer aux États-Unis, à Cuba, en Algérie.
et ils ont un taux de bénéfice, un taux d'échange de 2,2. Plus avantageux. Plus avantageux que l'un Tout ça. Ce sont des deux taux officiels. Mais il y a un problème, ça il faut le dire. Il y a un taux noir. Parce qu'il y a un marché noir, il y a un marché parallèle. Donc la plupart de l'économie se guide par le marché parallèle. Tout à fait. De l'économie, une partie, pas toute, une partie importante est en noir, et une autre partie, c'est celle-ci. C'est la contrôlée par l'État, c'est l'espèce de l'économie dite officielle. Mais aussi parfois, ces taux d'échange sont fixes par la Banque centrale vénézuélienne. Après 2009, ils ont créé une espèce de taux des dollars parallèles. Les mêmes États ont créé un taux des dollars parallèles flottants pour éviter ou pour faire contrepoids contre le dollar noir qui a monté à des prix spectaculaires. Aujourd'hui, on est à peu près des dollars. $1, c'est à peu près dans le marché noir, ça c'est le noir, c'est à peu près de 8,4. Tandis que vous voyez la différence. Alors, et l'euro, en euros, c'est à peu près de 10, 12. Voilà. Imaginez-vous, avec ça, la différence de ça à ça, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui ont voulu faire l'argent et ça nous a imposé plus de fermeté. Si vous tentez de faire ça, supprimer votre possibilité d'avoir des devises, c'est un peu compliqué. Mais c'est la seule manière de pouvoir contenir, à l'année 2005, une guerre annoncée par les élites qui se sont dit, on va faire, Chavez, il est communiste, il veut quitter notre argent, on va les faire sortir d'une seule coupe. Une semaine pour faire sortir tous les capitaux. Imaginez-vous, le gouvernement s'est aperçu de l'histoire, il a vu comment ça arrivait et il a dit contrôle d'échange d'un jour au lendemain. Sinon, ça s'infuite vers les États-Unis, vers la Suisse, vers les paradis. La fuite des capitaux. Si, la fuite. Et pour éviter la fuite, sauf qu'il y a des gens qui disent le contrôle d'échange, c'est une mesure intéressante dans le court terme, mais au long terme, elle produit des effets négatifs. Inflation, chute de la production interne, un peu ça. Et alors, on passe ensuite à la question sociale. Désolé si... Vous avez des questions là? Si, moi j'ai une question. D'accord. Quels sont les partis politiques les plus importants au Venezuela? Quels sont ceux qui soutiennent Chavez? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui sont financés par les États-Unis et les Européens? Quels sont ceux qui sont autorisés? Existe-t-il une bourgeoisie nationale qui serait patriotique? Si j'aime pas ce mot-là. Comment? On quoi? Une bourgeoisie nationale patriotique. C'est-à-dire qui fait alliance avec les forces de progrès et qui aurait une autre logique que celle de la soumission à l'hégémonie américaine. D'accord. Parti politique. Sinon, on va rentrer dans les statistiques. Mais je veux son mot là. Bon, oui, bien sûr, c'est un petit peu comme ça. Je continue dans la même logique. Le peuple dans tout ça, est-ce que Chavez consulte le peuple? Est-ce que c'est le peuple qui décide? Est-ce qu'il a un mot à dire? Et le détail que je souhaite vous poser aussi sur un terme politique. Vous parlez du coup d'État tout à l'heure de 92 à 94, tout ça. Comment s'est faite la transition politique? Quel est l'élément déclencheur, l'élément politique déclencheur de ce processus politique? Comment Chavez est arrivé comme ça politiquement? Quel est le noyau qui est derrière? Comment il a fait? Est-ce qu'il y a une partie du peuple? Est-ce qu'il y a l'élite? Voilà. Et le peuple dans tout ça, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le peuple. Est-ce qu'il décide? Est-ce qu'il est consulté? Une tradition démocratique. Et voilà, c'est le réflexe démocratique. On devrait pouvoir limiter un peu les questions pour pouvoir les répondre ici. Je suis C'est tout un programme. Non, je suis disponible. C'est 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de problème. 3, 4. On attend que vous répondiez à quelqu'un pour qu'un autre pose la question. 3, 4, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas... Toutefois qu'il y ait des cafés, ça va. Résumer, ça sera tant mieux. S'il y a des cafés, c'est pas de café.
D'accord, j'ai bien compris c'est ce que vous avez dit. Par rapport aux questions intéressantes, le monsieur a parlé des partis politiques et vous avez parlé des syndicateurs. Même les organisations les plus conservatrices, vous me comprenez, mon frère? Très bien, Très bien, très bien. très bien, très bien. Les organisations les plus conservatrices de la scène internationale pour évaluer l'amélioration des conditions de vie d'une population ont dû reconnaître les avancements du Venezuela. Ça pour vous dire par exemple qu'il y a une chose, il y a un indicateur, je crois très peu dans ces indicateurs, mais ils disent quelque chose qui s'appelle Gini, qui montre un peu la question de la réduction des inégalités dans le monde, c'est-à-dire la répartition des richesses à l'intérieur d'un pays. On est passé de 41 en 1998 à 50 aujourd'hui. On a changé 9 points dans ces indicateurs. Mais c'est un niveau d'indicateur. Comment se manifeste réellement la question de la redistribution de la richesse? Comment on fait un processus de redistribution de la richesse? Bon, Chavez, il savait que mettre beaucoup d'argent dans l'État vénézuélien, que c'est un État corrompu, que c'est un monstre corrompu avec milliards de fonctionnaires et tout ça, il se disait, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un programme parallèle à l'État. Je vais créer des branches parmi lesquelles je puisse mettre des projets de développement social, de redistribution des richesses en termes d'amélioration des conditions de vie des citoyens, parmi la création des dispositifs qu'il a appelés missions. Des missions. Mission, c'est quoi une mission? Je ne sais pas si vous avez entendu le terme. La mission, c'est une espèce de... La mission, c'est une espèce de... Ce n'est pas exactement un ministère, c'est un organisme national petit avec un très bas niveau d'institutionnalisation, mais un très grand niveau d'articulation à niveau national. Donc, ils se sont créés des missions éducatives qui ont des assignations directes de PDVSA, qui assignent un budget trimestriel ou par semestre qui permettent le fonctionnement des missions éducatives. Elles fonctionnent comment? Par exemple, au Venezuela, en 1998, à peu près 11% de la population c'était complètement illettré. Il y a des gens qui parlaient de plus, il y a des gens qui parlaient 15-20%. Ne pensez-vous que ceux qui sont considérés lettrés, c'est-à-dire c'est lettrés comme nous qui sont capables d'un moins d'entendre, il y a des gens qui n'est pas considéré illettré, mais qui n'est pas capable de digérer un discours quoi que ce soit. Vous voyez? Cet indicateur a changé. On essayait de mettre des gens dans les barrios, dans des bidonvilles, et avec ces missions éducatives, des garçons comme moi, des gens comme vous, qui se sont dit, bah, d'accord, c'est un peu ce qui est passé à la révolution cubaine au début. Volontariat. Oui, un volontariat pour former le peuple. Ça, c'est... Des missions fonctionnent plus ou moins comme ça. Mais il a eu des missions éducatives, comme Rivas, Mission Sucre, Mission Robinson. Ce sont des noms des héros de l'indépendance. Par exemple, je vais vous montrer en éducation. On a fini avec l'illettrisme, avec ces dispositifs de fonctionnement. PDVSA a injecté de l'argent aux missions et ça a permis de commencer un processus de formation, d'éducation, de rééducation. Il y a par exemple des gens, imaginez-vous des gens de 60 ans, 65 ans, qui vivaient dans son village au Venezuela et qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un diplôme parce qu'il n'a pas eu de la chance pendant qu'il était jeune. Et à l'âge de 65 ans, ces personnes montrent son diplôme, elles disent « je sais lire, à moi je sais lire ». C'est un peu notre devise. La formation, c'est gratuit. Si elle l'apprend, s'il ne l'apprend pas, c'est à lui. Mais le gouvernement a la responsabilité de les donner ça, parce qu'il y a un argent du PDVSA qui vient pour cela. On a essayé. Malgré tout, c'est pas idéal, quoi. Il y a beaucoup de noyaux. Hein. Il y a ici, par exemple, le gouvernement de Nord, mais c'est pas idéal, quoi. On essaye de
faire marcher ces choses, mais comme on dit, il y a aussi la bureaucratie, il y a des choses qui se forment, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a des missions aussi dans le domaine de la santé, et l'une des plus importantes, que c'est symbole de la révolution bolivarienne au long de ces années, c'est la mission, s'appelle Barrio Adentro. Ça, c'est avec ça, on a poignardé le corps de la bourgeoisie mondiale. Ça, c'est une idée de je ne sais pas de qui, mais c'est une très bonne idée. Les peuples vénézuéliens soumis dans des conditions de misère, par la plupart dans des bidonvilles, si vous serez sur place, vous verrez Caracas, c'est la principale ville du pays. Ici, c'est Caracas, les grands bâtiments ici, et à 50 mètres, une grille, et de l'autre côté, la misère. C'est ça l'Amérique latine, un peu. Les inégalités. Quand on parle des inégalités, c'est le Hilton d'un côté, avec des milliardaires qui se baladent comme ça, et d'autre côté, la misère. Ça, c'est l'Amérique latine. Et vous, ici en France, on ne le voyait pas trop clair, parce que c'est plus plane. Mais là, comme il y a des montagnes, on le voit direct, à côté. Si. Ici, il faut regarder, il faut fuiner ici, en bas le pont. Sous les ponts, ouais. Sous les ponts. Il y en a un qui était ici pas loin. Ils sont fait sortir les amis après. Donc, ces missions, le gouvernement, comme la bourgeoisie vénézuélienne, ou la plupart des médecins vénézuéliens ne voulaient pas faire des soins, ils voulaient que c'est professionnalisé à partir des universités publiques et s'en sortir au marché privé du travail parce qu'ils gagnaient plus. Ça ne m'intéressait pas de travailler pour un SMIC pour l'État vénézuélien au niveau de santé. Je suis médecin. Il y a ça, c'est un peu la logique qu'ils ont utilisée pour. C'est un État assistentiellement nul. C'est ça ce que j'essaie de vous dire. C'est un État nul à niveau d'assistance sociale. Quand Chavez crée la mission Barrio Adentro, le gouvernement vénézuélien signe un accord avec le gouvernement cubain. Le gouvernement cubain lui dit, d'accord, vous avez une faiblesse en matière de santé et d'assistance sociale de la santé, d'accord. Est-ce que vous serez intéressé de me donner une certaine quantité de barils de pétrole par jour? Parce que vous avez plusieurs, vous savez suffisamment. Et nous, on n'a presque rien, on a des problèmes d'énergie. Mais par contre, on a des médecins, des assistants sociaux, beaucoup, on en a beaucoup, donc pour les envoyer au Venezuela. Le Venezuela dit d'accord, je vous verse 300 000 barils de pétrole brut par jour, ça signifie rien pour nous, au niveau de la production internationale, c'est franchement rien pour nous. Et ils nous ont envoyé, aujourd'hui, c'est à peu près de 13 000 médecins cubains, assistants sociaux, odontologues, physiothérapeutes qui sont distribués tout au long de les bidonvilles de toute la République. C'est ça la mission Barrio Adentro. Notamment, vous en trouverez des gens qui disent ce sont les espions cubains, ils sont là pour le moment que les Américains arrivent à libérer le peuple, ils sont là pour défendre la révolution castriste, castro-communiste, ils sont infiltrés dans les bidonvilles de Caracas. N'importe quoi. Mais la vraie mission, c'est 13 000 médecins pour s'opérer les cataractes, pour se faire soigner, pour se mettre en deuil gratuitement, pour avoir un médicament. Là-bas, il n'avait pas la carte vitale, il n'y a pas de sécurité sociale. Ça, c'est la carte vitale. Ça, c'est l'assistance, l'assurance maladie, imaginez-vous. Ils sont créés parallèlement à l'État parmi ces dispositifs appelés missions. Et ça fonctionne comment? Avec beaucoup d'argent de PDVSA, avec l'aide des Cubains et un pot de pétrole qu'on les verse au notre pays faire qui nous a donné cette préparation. On n'avait même pas de médecins pour faire ça, malgré la richesse pétrolière. Et les Cubains, ils sont dit d'accord. Vous allez au Venezuela avec toutes les faiblesses qui puis confronter un programme de cette nature. Vous voyez 13 000 personnes déployées dans un autre pays étranger en train de faire des services sociaux, des médecins, Là, il aura 20-30 positions différentes. Donc, ces dispositifs ne fonctionnent pas seulement, ils fonctionnent dans des bidonvilles. Dans chaque bidonville, c'est très difficile de classifier les bidonvilles, de les segmenter, de le morceler pour dire voilà ici. Imaginez-vous qu'il y a un système d'assistance chaque 2000, 3000, 5000 personnes. Ces chiffres, je ne la connais pas.
mais dans chaque quartier à l'intérieur des bidonvilles, il y a une petite maison construite, une petite maison comme ça. Une unité sanitaire. Une unité sanitaire micro. Dans le 12e étage, il y a 2 ou 3 médecins couvents qui habitent, avec une petite toilette, un trou comme ça, un petit argent tous les mois, un salaire pour envoyer à Cuba. Et ici en bas, une petite clinique, dispensaire. En Algérie, c'est un peu des cliniques. Comment les appelle dispensaires. Dispensaire. Voilà. Petit dispensaire, même pas. Une chose, je vous parle de ça, hein, de la moitié de ça, c'est petit. Et là-haut, il s'avait 3 médecins couvents. Ce petit dispositif, malgré ça, il a fait très des dommages. Parce que quand la gens a vu ça, il a dit, ah, je vote pour Chavez. Jamais vu. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'est-ce que c'est un dentiste. Vous voyez? Non, mais il faut dire qu'au Cuba, la médecine est très avancée, et beaucoup avancée. Donc... Effectivement. Ouais. Après, ils se sont dit, d'accord, ce dispositif fonctionne, on va les créer en gros. Et puis, ils ont créé, à partir de ces petites maisons de soins, ils ont créé une chose qui s'appelle CDI, que c'est une espèce d'hôpital intégral, plus grand, avec des appareils pour échosonogramme, pour opérations plus compliquées, parce qu'on ne pouvait pas tomber sur les anciens systèmes hospitaliers contrôlés par le ministère de la Santé, mais à la fois contrôlés par la loi, par des médecins qui envolaient les appareils pour les amener dans ces cliniques privées. Ça, il faut le dire. Donc on a assisté, on a appelé les couvents pour créer un système de salles. Avec la difficulté que ça remporte, mais on a avancé dans la création de ces systèmes de santé. Ça s'appelle CDI, Centre de diagnostic intégral. Il y a centre d'intervention intégrale pour opérer, il y a centre d'accouchement intégral. Ça a commencé à se répandre, et ça par rapport à la santé, à l'éducation. Et les soins sont gratuits, j'imagine. Oui, totalement gratuits. Même les médicaments, ils sont subsidiés absolument pour l'État. Ils sont subsidiés. Bon, ils sont subsidiés entièrement, mais ce sont des médicaments fabriqués en Cuba. Je ne sais pas si vous savez que Cuba, c'est un pays qui fabrique des médicaments. Pareil que les Russes les ont lésés beaucoup de connaissances à l'époque, et ils fabriquent des médicaments. C'est l'un des pauvres pays en Amérique latine qui n'est pas capable de fabriquer des médicaments. Et à très bon prix. Donc le Cubain, ils nous ont prêté cette attention, on l'utilise, ils s'en servent du pétrole qu'on les verse tous les semaines, tous les jours, je ne sais pas très bien. Mais ces missions, ces dispositifs fonctionnent parmi l'éducation, parmi la santé. Il y en a d'autres. Et ils vont à rythme, pas, je ne peux pas vous dire que ça marche parfaitement, que tout, mais il y a quelques-unes qui marchent très bien. Celle-ci marche très bien. Celle-ci marche très bien. Celle-là un peu moins. Il y a d'autres missions. Il y en a 20 et quelques dispositifs comme celui-là. En santé, en éducation, par exemple, en formation pour le travail local, formation pour le dispositif pour enseigner les gens, avoir un boulot très vite fait. Donc, c'est un peu ça dont on a investi l'argent en termes en matière sociale. Par exemple, il y a un autre dispositif comment dire, pour avoir une pièce d'identité. Par nous, les pièces d'identité, c'était terrible à l'époque. Il y avait un seul organisme. C'était un peu la folie pour avoir une pièce d'identité. Aujourd'hui, il y a une mission qui s'appelle mission d'identité. Tous les Vénézuéliens avec une pièce d'identité, le moindre que l'État peut donner, c'est une pièce d'identité. Donc la gens se reconnaît, ah je m'appelle ça, ah je suis ça. Voyez-vous, il y avait des gens dans des barrios, dans des bidonvilles qui ne savaient même pas c'est qui, il est qui. Ah non, je m'appelle Maria, mais je suis mère de 13 enfants, je vis ici dans la pauvreté, mais je ne sais pas qui je suis. Et alors, elle se voit avec un document qui dit « Je suis citoyen vénézuélien, ah, j'ai droit à telle ou telle chose ». Et ça change un peu la question à niveau de la logique, non à niveau des idées. C'est pour cela que Chavez continue au pouvoir. Pas parce que... Alors, je vous... L'action de Omar sur les partis politiques... Oui. Le contexte démocratique et la culture démocratique.
si je vais très vite, vous me disiez, l'une des caractéristiques du mouvement révolutionnaire vénézuélien, et je pense aussi que ce mouvement, vous le trouverez, ces caractéristiques, ces ressemblances, vous la trouverez aussi chez les Boliviens, avec M. Morales, et si je ne me trompe pas, vous l'avez écrit ici, quelque part, vous avez dit les avances de Chavez et Moreira. Je pense que c'est Morales que vous voulez dire. Parce que Moreira, je ne connais pas Moreira, mais peut-être Morales. Morales, vous faisiez référence à Morales de Bolivie, non? C'est ça, je pense. À Evo Morales en Bolivie. Parce que Moreira, je connais. Moreira, bon. Peut-être c'est ça. Et l'une des caractéristiques fondamentales des années 2000, 2001, 2002, 2003, c'est une destruction progressive des systèmes de représentation politique en Amérique latine. Ces systèmes de représentation politique, ces idéaux, ces gens qui nous représentaient, dans presque tous les pays d'Amérique latine, il y a eu une crise de légitimité, ils se sont effondrés. Au Venezuela, c'est le plus clair cas qui montre comment ce système de représentation parmi deux partis, ça c'est la vieille gauche, centre-gauche, le PS de nous depuis toute l'histoire du pays, et avec la social-démocratie. Et ils ont tellement fait de dégâts chez nous que la gens a dit, ah non, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais c'est fini les organisations, mais c'est fini aussi l'idée des partis politiques. C'est-à-dire l'idée même des partis politiques a rentré dans son crise de représentation symbolique, c'est-à-dire la gens ne croit pas. La gens ne croit plus dans des partis politiques, dans des organisations. La gens croit dans sa mec qui vient toute seule, qui sort de je ne sais pas où, qui dit je vais tuer tout le monde, je vais finir avec les partis. Bon, pas tuer, c'est-à-dire, je vais ordonner les choses ici, je vais prendre le schéma clairement, c'est fini la corruption. Et les gens disent d'accord. Je ne crois pas dans les partis, les vieux partis, ça, et il y en a d'autres. Je crois alors dans un mec qui vient avec son casquet rouge, qui dit on va faire le socialisme. Ça, c'est différent. Ça, pour nous introduire dans l'idée de cette crise de légitimité. Et ça passe pareil, par exemple, chez les Boliviens. Quand vous regardez que le mouvement au socialisme, c'est un mouvement de contestation contre tous les pouvoirs qui se sont installés avant Evo Morales en Bolivie, vous voyez que ces paysans, que ces gens de la campagne qui venaient nous regagner la passe, ils se sont dit, ah, c'est fini la question du parti politique ici, non? Clairement, par exemple, il y en a d'autres systèmes sociaux dont ça marche encore le système de parti. C'est le cas du Brésil, dont le PT a remporté les élections. Il y a des niveaux de l'analyse. Mais au Venezuela, ça arrivait à un moment donné, il n'y a plus marché, donc c'est fini. Donc je crois plus en le parti politique. Chavez est arrivé au pouvoir avec l'appui de sa propre personne. Avec l'appui de l'effondrement des vieux partis politiques. Pas avec l'appui d'un nouveau mouvement. C'est un mouvement social qui a cristallisé un pouvoir. Ce n'est pas un mouvement proprement politique, ou l'effet du machinerie des partis, du PS, ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. C'est plutôt le mécontentement général d'une société qui a donné le soutien à un militaire. Un mec qui a les armes et que c'est fini cette galère. Il est arrivé avec un petit mouvement, et c'est ce mouvement dont on a parlé, qui s'est formé au corps de la force armée, ici, qui a fracturé les lignes militaires, et ça s'appelait le MVR, d'Oxan. Mouvement bolivarien, mouvement 5e République d'Oxan. Mouvement 5e République d'Oxan. Et d'Oxan, pour la date de l'indépendance de Bolivar, 200 ans des naissances. L'anniversaire de la naissance de Bolivar en 1983. 1983, ici, Chavez était encore un lieutenant et il était bolivarien. Il s'est allé avec des collègues militaires, il s'échappait de l'académie militaire et il faisait des promesses face aux idées de... Bon, c'est pas si important. Il arrive au mouvement bolivarien révolutionnaire d'Oxan. Il continue dans le pouvoir 2001, 2002, 2003. Et
parallèlement à cela, il existe, il y a Chavez ici, l'ancien, le vieux, c'est l'année 2000, non 2001, on commence ici. Ici, il y a le vieux parti qui l'a amené au pouvoir, c'est le MVR d'Oxfam. Ce MVR d'Oxfam est devenu, après 2001, elle est devenue le MVR, tout simplement. Le MVR. Le parti du président, qui a remporté pas mal de sélections. Le MVR, Mouvement 5e République. C'est celui-là qui a... Le MVR 200, il a été créé en quelle année? Il a été créé environ, je n'étais pas sûr, mais c'est au début des années 80. D'accord. Et ce n'est pas un parti politique. C'était une association... C'est une association de lieutenants clandestins à l'intérieur de l'armée vénézuélienne qui lisait de temps en temps qui lisait des marxisme, un peu le communisme, un peu les mouvements le livre vert de M. Gaddafi. Il avait aussi les doctrines des Amériques. Il avait les Américains qui les disaient tenez, ça c'est le ABC, ça c'est la Bible de votre formation militaire. Et d'autre côté, ce sont des militaires qui disent ça c'est pas très bien, on va lire le livre vert de Kadhafi. C'est qui Kadhafi? C'est qui ce Castro-là qui fait le communisme? C'est renseigné. Et lui et ses potes ont commencé à lire un peu ça. Ah non, c'est pas tout à fait vrai, c'est ce qu'ils nous disent notre chef, notre patron. On va créer un mouvement entre nous ici, les lieutenants. Ça commence dans les années 80, 1981, 92. T'as vu, c'est un peu ça. Et ça, c'est clé pour comprendre la fracture des forces. Et Chavez, il était dans ce mouvement. Il est le fondateur de ce mouvement. Il est le fondateur de ce mouvement avec 4-5 militaires. Ces mouvements, il s'est fait impressionner par ces mouvements, clairement. Parce que de temps en temps, puis il avait des colonels qui lui disaient « Excusez-moi, monsieur, mais là, il y a des gens qui racontaient. Il paraît qu'il y a quelques-uns qui se réunissent de temps en temps pour lire ça. C'est quoi ça? Ah, c'est imaginez, le manifeste communiste. Ah non, vous savez, impressionné. Qu'est-ce que vous lisez ici? C'est un peu ça. Imaginez-vous. Mais il essaie plus ou moins de construire ces mouvements. Et donc maintenant, il n'y a que le MVR? Non. Ces mouvements, c'est pas vraiment un parti, c'est probablement un mouvement. À l'année 2000, il y a le président Castro qui lui dit bah écoute, commandant Chavez, vous n'aurez pas de succès, vous n'aurez pas de lendemain si vous ne faites une organisation capable d'administrer la question politique comme l'a été le Parti communiste cubain, comme a été le Parti chinois, comme a été... Il faut avoir un mouvement national et il s'engage dans la fondation à l'année 2007. Ça a vécu 2001, ça existait de l'année 2000, calculez-vous, 2001, à l'année 2007, dont il s'était créé aujourd'hui une chose qui s'appelle PSUV, Parti Socialiste Uni du Venezuela. Toutes les forces politiques sont rassemblées autour de lui. Il y a quelques-unes qui n'ont pas voulu rejoindre le PSUV parce qu'ils étaient des anciennes forces politiques, mais malgré ça, ils soutiennent Chavez. Par exemple, il y a le Parti communiste du Venezuela, le PCB, qui a une formation de cadres très anciens, qui viennent de la première, de la 12e, je ne sais pas laquelle internationale, qui s'est formée dans les années 30, 40, et qui n'ont pas voulu quitter son nom, mais dit je soutiens Chavez, mais je continue, je reste le Parti communiste du Venezuela. Il y a ça, il y a un autre qui s'appelle PPT, Parti pour tous, que c'était un ancien allié de Chavez ou du PSUV ou du PCF, qui a quitté la gauche pour regagner le centre. Il est aujourd'hui au centre. Il y a aussi, à l'intérieur du chavisme, je parle toujours de les forces qui nous soutiennent, des mouvements sociaux, ces missions dont j'avais parlé tout à l'heure, les missions par exemple
dont j'avais parlé tout à l'heure, ça c'est un peu paradigmatique, c'est ce que je veux vous expliquer. Alors, ça va vous choquer peut-être. Dans l'émission sociale qui ont été créées l'année 2000, 2001, 2002 par exemple, imaginez-vous, il y a un conjoint de médecin qui rentre dans une bidonville à travailler. Mais il y a la violence au Venezuela. Il y a des gens armés avec des pistolets dans le pays. C'est un pays que... Il y a la violence dans les banlieues. C'est pas comme ici, hein. Il y a tout le monde avec un... Pas tout le monde, mais il y a des armes. On est infiltré par le narcotrafic, on est infiltré par ces années de la misère, cet abandon de la question sociale, ça a provoqué les inégalités. Et ça, c'est un autre débat. Imaginez-vous un médecin qui rentre... Un instant, imaginez-vous un médecin qui rentre, qui fait des travaux dans des bidonvilles. Imaginez-vous l'opposition, les critiques. Ah, ces médecins-là, bah, vous êtes cubains, vous êtes des espions cubains de G2. Là, il y a des gens des quartiers qui disent tu respectes ces mecs. Parce que ces mecs, c'est lui qui soigne ma mère depuis toute la vie. Et ils se sont organisés, ces gens-là, en des gens et tout. Et avec des scooters, des moteurs, ils prennent aussi ces armes. Et c'est un espèce de mouvement très chaud, pour ne pas dire armé, mais très chaud, qui en montant pour conteste, répondent et qui est capable de donner réponse. Ces mouvements, milices, des milices. Dès le début, ils ont été créés comme une milice. Ils ont laissé la milice d'un côté, ils sont devenus des organisations politiques. Des organisations politiques. Ils ont laissé les armes d'un côté et ils sont devenus des organisations politiques. Donc on a le Tupamaros, en honneur de l'ancien leader révolutionnaire qui contrôle le 23 janvier un grand, imaginez-vous, une bonne partie, l'équivalent à Bobigny, l'équivalent à toutes ces parties-là du nord de Paris, sont bonne partie le Tupamaros, que se llama le M28, c'est un mouvement d'étudiants aussi qui viennent des universités. Il y en a d'autres, trois, je ne me rappelle plus. Qui sont tous issus des missions, voilà. Oui, ce sont des gens des quartiers, ces gens pauvres. Ils travaillent avec le PSUV. Et ils protègent un peu la révolution, on va dire. Oui, voilà, et ils travaillent un peu avec le PSUV. Et l'opposition, elle a toujours le droit démocratique. On vient ensuite. Ça, c'est plus ou moins le moyen de fonctionnement des systèmes de partis du gouvernement vénézuélien, de Chavez, et nous, de côté. On passe alors l'autre côté. Les bons amis, alors. Les bons amis sont... Ici, il y a des couleurs. Voilà. Les bons amis sont les vieux partis politiques dont on a parlé tout à l'heure. Copey, voilà, Copey, il y a des... Ils sont... Disparus. D'accord. Ils sont disparus. Et il y en avait d'autres qui se sont commencé à naître. Il y a un mouvement qui est né dans une université privée au Venezuela. Ça lui coûte environ 1000 euros, 6 mois d'études. 1000, 2000 euros, 6 mois d'études. Qui est des frais d'inscription. Mais calculez-vous les frais de transport, les soutiens. C'est pour les riches de là-bas. Ouais. Et en plus, c'est contrôlé par l'église catholique. Ça s'appelle l'université catholique Andrés Bello. Là, ils ont créé un mouvement politique à l'intérieur de l'école de droit et de Sciences Po. Qui se disent les porteurs de l'idée de démocratie. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Primero, justicia. Primero, justicia. Ça, c'est la bourgeoisie vénézuélienne. Ils sont ça. Les nouveaux. Ça, ils sont morts. Les nouveaux protecteurs. Non, pardon. Ça, de Copey, il est né Primero Justicia. Les avocats, 28 ans, tous gérants d'entreprise, des cadres de Chicago Boys, tous avec des CV de Harvard qui disent ah, ça marche pas. Et vous le trouvez, c'est pareil. Là. La conception, c'est la même. Il n'y a rien dedans. C'est un peu. Oh, mais je respecte. Ils sont
Primero Justicia. Puis, de ceux-ci sont créés une autre qui s'appelle UNT, Un Nouveau Temps. D'accord. Ils sont plus populaires, comme effectivement l'était le AD à l'époque. Et ils sont plus conservateurs, plus d'argent, ils ne se liaient pas au peuple, comme elle a été copée toute la vie. Et ils ont une existence officielle. Ils existent. Vraiment, officiel. D'accord. Tout officiel, légal inscrit dans le Conseil national électoral. Il participe des élections et il contrôle 5 des principaux États en tant que gouverneur, maire. Je ne sais pas si vous avez vu que tout récemment il a eu des élections au Venezuela, des élections. Bon, il a remporté 3 États, ils ont remporté des 365 entités territoriales, des petites. Les gouvernements territoriaux, municipalités, régions et tout ça, ils sont la moitié, hein, attention. Et c'est là pour dire, existe ou ça existe plus la démocratie au Venezuela. Vous voulez jouer avec le système électoral, d'accord, c'est un peu ça qu'est-ce qui se passe là. Pour que vous puissiez faire votre analyse, ça existe ou pas la démocratie au Venezuela. Ils contrôlent ça, il y en a, je n'ai pas de commencer encore. Où en était un nouveau temps, première justice. C'est le plus nommé. Mais et après, aujourd'hui, il y a la renaissance des COPEI Action Démocratique. COPEI, il y a des... Ils sont revenus. Ils sont revenus. Ceux-ci sont le gouverneur en ce moment de le principal État à côté de Caracas. Il y a des gens qui réclament à Chavez, vous n'allez pas exterminer. Ça, c'est, par exemple... Ça, c'est le pays. Ça, c'est à peu près le Venezuela. Ah, c'est pas. Excusez-moi. C'est horrible. Ça, c'est à peu près le Venezuela. Ça, c'est Action démocratique. Ces départements-là aussi. Celui-là, ça peut être Première Justice. UNT, c'est celui-là. UNT. Il y en a d'autres, hein. Nous, c'est par exemple ça. Mais il y en a d'autres. Hein. Ça, c'est la nomenclature de la démocratie au Venezuela. Des partis inscrits officiellement avec des gens élus, avec des postes, avec la moitié de l'Assemblée nationale actuellement. Pourquoi qui va vous dire non, il n'y a pas de démocratie en dictature. Bon. J'aimerais bien de voir quel système politique en Amérique latine a tellement de jours avec la démocratie. On a 15 élections. 2 minutes, je reviens chez vous. Et Action démocratique, ¿qué más hay aquí en este juego? Et puis, toute la quantité de mouvements qui sont apparus, je ne me rappelle plus, à partir de toutes celles-là, des 4 grands cadres, ils sont venus des petites organisations politiques, toujours des droits. Toujours des droits. Ils ne sont pas même pas au centre, ils sont toujours dans le côté droit, tandis que les autres que je vous montrais tout à l'heure sont la gauche. Les forces de gauche et les forces de droite. C'est un peu ça. Et effectivement, et je vous rappelle aussi que pendant le gouvernement de Chavez, ces groupes politiques n'ont jamais quitté le pouvoir. Même dans les moments les plus critiques, il a contrôlé 2 ou 3 mairies des régions riches à Caracas, parce que Caracas est divisé un peu, comment par exemple, ici, la mairie del 8e, mairie del 20e, oui, il y a Vincent. ils contrôlent, ils sont les maires élus des 4 ou 5 mairies les plus riches de Caracas. Là où il y a l'argent, ils sont des maires, et ils ont été maires pendant tout le gouvernement de Chavez, élus avec des garçons. C'est un peu ça. C'est un peu ça ce que j'essaie de vous dire. Il y a quelqu'un qui pose une question. Il faut savoir, moi, la place de l'opposition, puisque vous vous démarquez du dogme, on peut dire, socialo de Chavez, mais à ce moment, quelle est leur place en ce moment? Parce qu'il y a eu, effectivement, comme vous l'avez indiqué, il y a eu des élections, on peut dire, avant les municipales, il y a eu des élections référendaires. Oui. À propos du changement de la Constitution. En janvier, février. Oui, effectivement, il y a eu un débat même
même ce débat, ça a été transféré même en Europe, auquel elle était hostile que Chavez, effectivement, change de la Constitution. Et d'ailleurs, il faut parler de la place des médias, surtout, puisqu'il y a la confiscation du pouvoir, à ce moment-là, et il y a les médias qui, on peut dire les médias de droite, on peut dire, ou de l'opposition, qui n'ont pas accès, effectivement, qui ne font pas leur boulot pour qu'ils puissent transmettre l'information à la population. Voilà. Ouais, est-ce que c'est l'image qu'on importe de Venezuela, de Chavez, qui est une dictature, c'est quelqu'un vraiment qui est répressif à l'égard de son peuple, et surtout à propos des partis politiques qui sont opposants? On l'a même. Il me semble qu'ici, de toute façon, c'est l'info qu'on a eue, comme quoi Chavez avait fermé des radios libres et tout ça. C'est une information qui a été matraquée ici. Ça a effectivement passé. C'est beaucoup plus effectivement de liberté et de liberté en matière de liberté d'expression. Oui, effectivement, c'est ça le plus important, puisque en ce moment, surtout quand on voit le parti de Chavez, quelque part, qui a l'opportunité en ce moment de continuer ces réformes qui n'ont rien apporté par rapport au sais pas. Mais quand même, dans le secteur de santé auquel je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand même, le problème de Chavez, c'est beaucoup plus, on importe اللي بالحرص كان صار حشيشه ما يكونش حشيشه طالبه معيشه تفهم سمعت ولا سمعت on ne peut pas l'exploiter, du coup on ne l'exploite pas, c'est beaucoup plus pour jouer sur la formation des médecins ou des étudiants qui sont médecine ou n'importe quel secteur d'activité, l'éducation, puisque effectivement Cuba a une place importante dans le système éducatif. D'accord. Que vous répondez, il y a le monsieur qui m'a parlé tout à l'heure de... Oui, moi je souhaite connaître juste la place du peuple par rapport à ce schéma politique. Est-ce qu'il décide réellement? Est-ce que cette démocratie existe? Moi je souhaite, le fond de ma question, je souhaite connaître l'événement déclencheur. Parce que franchement, en tant qu'Algérien, comment ils ont fait des Vénézuéliens à c'est le atteindre ce stade processus d'acquisition et surtout le processus électoral, comment a été mis la mécanique électorale, le système électoral, qui le contrôle, l'administration. C'est tout ça. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Algérie, nous sommes confrontés à une complexité politique. Donc, moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est comment aboutir à une transition politique qui va nous amener vers une démocratie réelle. Très intéressant votre question, très intéressant. Je peux vous fournir quelques éléments par rapport à l'histoire. C'est très important. Je ne crois pas dans des miracles, parce que dans la politique, ça n'existe plus des miracles, non plus des mauvaises personnes. Il y a quelques-uns qui pensent que c'est même meilleur de faire la chose comme ça, et il y en a d'autres que croyons que c'est meilleur de redistribuer un peu la richesse, parce que comme ça va marcher mieux, parce qu'on est un peu plus humaniste, je ne sais pas quoi vous se définissez. Mais si bien on ne croit pas dans des miracles, on les donne une place importante à l'histoire. En 1989, je ne suis pas très bien avec les dates, hein, mais en 1989, ils sont un peu bêtes, non? Action démocratique continue au pouvoir depuis 8 ans. Mais ils arrivent au pouvoir en un vieux dinosaure de la politique vénézuélienne qui s'appelait Carlos Andrés Pérez. Et ils disent, Chavez était dans l'armée, c'est un lieutenant de l'armée. Et Carlos Andrés Pérez, il gagne les élections le 4 décembre 1988. Et il commence, vous savez qu'il y a un délai de 2-3 mois de s'organiser la chose et tout. Et il commence son mandat le 12 février 1989, ces dates-là. Il commence son mandat le 12 février. Le 4 février, il s'envole vers les États-Unis. Il dit, bah écoute mon ami, j'en ai besoin d'argent pour ça, pour financer le produit intérieur, je sais pas. Il opère de Mr. Butch, aussi Butch. Vous savez, le Messier Butch. Butch père, voilà.
J'ai dit, bon d'accord, je te prête un petit peu d'argent, mais il faut parler avec le FMI, le Banque mondiale, je te prête, mais ce sont les mesures, hein. Vous imposez ça, parce que sinon ça ne va pas marcher, les intérêts, vous ne pouvez pas arriver me régler, mais honorer votre dette. Ils arrivent sur place, et le 24 février, ça je passe, après je reviens à votre question. Le 25 février, 26, il décrète, il sort à la nation, il décrète tout un conjoint de mesures pour se serrer la ceinture. Mais horrible. Une politique de rigueur. Une politique d'austérité vers le peuple incroyable. Mais déjà, dans un peuple appauvri, misérable, où il n'y avait pas trop d'argent, avec un taux de chômage incroyable, et le FMI et ces gens qui n'avaient pas des calculs politiques, l'impôt, ce sont déjà dans un peuple qui était chaud là. Vous voyez, misère, corruption, ça en est marre. Et vous venez m'imposer ce genre de mesures, ça a déclenché une guerre. Le gouvernement parle de 3000 morts, des chiffres extra-officiels parlent de 30 000. 12 semaines de guerre civile. C'est le saccage de tout le pays. Tous les gens pauvres, tous les bidonvilles dans les roues. Ces délinquants qui avaient des armes à tuer les policiers. Je vous laisse à l'imagination tout ce que vous... En 80, on a eu 200 000 morts, on connaît. Ça s'appelle le Caracas, le triste nom célèbre dit le Caracas. Vous voyez? Ça c'est le Caracas. Carlos Andrés Pérez, Cap, le chef, le patron à ce moment. Imaginez-vous une guerre civile dans votre roue. Imaginez-vous, j'avais 13, 14 ans à l'époque, moi, sorti là en face à voir 3 mecs fusillés, quoi. C'est quoi là? Il y a tous les magasins de tout le monde saccagés, quoi. Imaginez-vous ça. C'était la guerre. C'était simplement la guerre contre les propriétaires des magasins. Mais la guerre des peuples, c'est pas contre eux. Ils sont aussi des Portugais, des Italiens, un peu ça. Il avait des riches aussi, mais c'est un peu la folie, vraiment. Les vrais ennemis, c'était à Washington, c'est le FMI, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de Cap? Il a fait sortir toute l'armée, assassiner l'agent. Poum, poum, poum. De tout et tous. Parce qu'il a décrété ces choses qui s'appellent l'état d'urgence, on connaît. État d'urgence, suspension des garanties constitutionnelles. Et il n'y a pas de loi, tout le monde fusillé. Surtout les communistes, surtout ceux gens qui agitaient les bases sociales. Beaucoup de gens parlent des événements de la place de Tiananmen. En chinois, c'est un milieu d'un temps de guerre. Ça, c'est le symbole des années 89. Mais ça, c'est le symbole des années 89 pour ne pas rappeler l'explosion sociale qui a commencé à Caracas. 10 000, 15 000 morts. Je ne peux pas vous dire, messieurs. C'est incontable. C'est tout simplement ça. Il avait des militaires qui se sont introduits dans les bidonvilles et qui se sont dit, bah écoute, excusez-moi la vulgarité, t'es con toi, notre patron, notre chef, le colonel disent qu'on doit tuer ces peuples. On ne va pas tuer ces peuples, t'es fou toi. Il y a des frictions à l'intérieur de l'armée, vous voyez. L'armée s'est sortie à tuer, mais il y a quelques-uns qui se sont dit, je ne veux pas tirer contre le peuple. Vous voyez un peu ça? L'un d'entre eux, c'est Chavez, qui avait déjà un mouvement à l'intérieur de l'armée, et qui, ces jours-là, s'est dit, on va se mettre d'accord avec les autres lieutenants, tenez, ça dirait, c'est même jour dont il s'était la guerre, il a une tentative ratée, pas manifestée ouvertement. Mais je vous pose cet exemple pour vous dire comment une situation sociale, ça crée un mécontentement généralisé à l'intérieur de la force armée. Comment un mouvement social, ils se sont dit, d'accord, c'est fini, on va tomber, on va renverser Carlos Andrés Pérez n'importe à quel coup. Et ça commence en 1989, 1990, 1991 et 1992, la première tentative réelle de coup d'État menée par Chavez, qui a mis des tanks à l'intérieur du palais. Vous voyez? Après la 12e tentative, il s'est fait emprisonner, mais il y en avait d'autres militaires dans l'armée, surtout dans l'armée de l'air, qui se disaient, ils ont pris les avions à la fin des années 92, ils ont pris les avions, ils se sont envolés vers le palais, ils se sont dit on va bombarder le palais si vous ne donnez pas le pouvoir. Cap a réussi, Carlos Andrés Pérez a réussi à se maintenir, un peu l'appui médiatique, les États-Unis,
12 avions qui ont été bombardés du sol et qui ont été un peu Chavez en prison, ça a été aussi raté le deuxième coup d'État. D'accord, mais il avait tous les éléments déjà sur la table. Un énorme mécontentement populaire, des leaders de l'armée qui crient au nom du peuple impressionné, tels que Chavez et des autres militaires, et un état de malaise social à cause de actions démocratiques et des copains pendant ces années, une crise énorme de légitimité accompagnée d'une crise économique, une inflation galopante, de toutes ces choses. Ça, quand Chavez sort de la prison, c'est un effet miraculeux. Les gens le suivent. C'est Jésus-Christ, c'est n'importe quoi. Il y a des gens même qui disent, aujourd'hui, quand vous analysez les discours, parce que c'est très intéressant d'analyser les discours, si par exemple vous analysez, il y a des gens qui disent, je suis à côté de Chavez, même s'il n'y a pas de boulot, et même s'il n'y a pas de rien pour manger. Je suis, franchement, il y en a marre. Vous voyez, ça c'est très compliqué. Il y a des slogans dans les manifs qui disent, je suis avec Chavez, même s'il n'y a pas rien dans la poche. Hein. C'est une question personnelle, c'est une question de sentiments. Ça pour expliquer comment, peu à peu, ils sont arrivés au terminé, comme on dit, ils se sont dit, d'accord, on va appuyer. Ah, Chavez a orienté ses volontés. Il a dit, d'accord, c'est pas nécessaire de faire la guerre. La guerre, c'est avec un petit trou que vous votez, mouvement Kill la République. C'est fini. Il a gagné avec 1998, 90% de... Mais après la deuxième tentative, il a été emprisonné ou... Non, il était en prison la première tentative 92. Voilà. Il est en 1992, première tentative à l'armée de terre. Chavez et les autres lieutenants rentrent dans le palais présidentiel, à bombarder le palais, à bombarder Carlos Andrés Pérez. Puis il y a quelques-uns qui prennent le principal aéroport du pays, il y en avait d'autres qui prennent les principales... les lieux stratégiques de la nation sont pris par les militaires, il y en a d'autres qui ratent, mais Chavez a sorti au peuple et il a dit publiquement, et je ne veux pas provoquer plus de morts dans mon pays. Mais il a dit une chose importante, il a dit en 1992, il a dit, avec les grilles comme ça, il a dit, excusez-moi, j'appelle mes camarades des armes, déposez les armes, c'est fini, on a raté ces coups d'État, mais je sais qu'à partir de cela, je prends la responsabilité entièrement des faits qu'on était ici. Je suis capable de me faire emprisonner par tous les morts, mais j'appelle mes camarades. Et c'est la première fois dans l'histoire du pays, depuis 50 ans, que quelqu'un s'est fait responsable de quelque chose. Il avait aucun responsable avant Action démocratique et coupée. Donc ça a été dans la tête du monde. La télévision, sans le vouloir, a fait un effet. C'est qui ce mec qui s'est fait responsable et qui en plus prend la parole à nom de tous. Et, c'est intéressant ça, on va le suivre. Il s'est fait emprisonner et les coups dans la prison pour le visiter, ça commençait même le travail quand elle était déjà dans la prison. Justement pour répondre à la question du monsieur sur la liberté d'expression. Ah d'accord, la liberté d'expression. Une différence, celle effectivement de Chavez de 2002, quand il s'est fait élire pour la première fois, c'est ça, en 2010, et celle effectivement de sa réélection, et surtout le changement de la Constitution, lequel ça lui donne une légitimité de se représenter pour la troisième Vous posez une question par rapport à la liberté d'expression? Oui. D'accord. Je vous rappelle, par exemple... Sur 3 axes. Ouais, vous pouvez me le répéter? Celle de 2001, 2000, c'est ça, quand il s'est fait effectivement élire pour la première fois. Ou 2099, quand il s'est fait élire pour la première fois. Et après, la deuxième fois, auquel il a renforcé tous les pouvoirs institutionnels pour son parti et pour lui-même. Et là, pour le changement de la Constitution, par la voie effectivement de référendum, voilà, et surtout la continuité. Et quelle est l'image d'ailleurs du Venezuela qu'on exporte en Europe, et surtout pourquoi pas en Afrique du Nord? Bah écoute,
on n'est pas le propriétaire des grands moyens, on n'est pas le propriétaire des Libé, ou Le Monde, ou le Pays d'Espagne, ou la République d'Italie. On n'est pas le propriétaire, sûrement. Ça, c'est hyper clair. Ça, c'est hyper clair. Les médias de communication, ils ne sont pas des ennemis du peuple. Ils sont simplement, à mon avis, un instrument des autres ennemis cachés qu'on ne voit pas. Mais ce sont toute information a un point de départ. Et ce point de départ, c'est pas le vôtre, c'est pas le mien. C'est quelqu'un qui vous voyez pas, mais qui dit, ici, il y a Wikileaks qui dit, voilà, il y a le terrorisme à Cuba, vous voyez, c'est Wikileaks qui dit. Mais ici, il y a un autre câble qui dit que c'est pas les Algériens, ils sont la bombe atomique cachée là, dans le désert algérien pour se la vendre à Libye, et puis en contact international avec les Russes. Vous voyez que Wikileaks, c'est la vérité alors. Hein, ça, il faut se méfier un peu de tellement de connaissances. Par rapport à la liberté d'expression, il suffit que vous voyez, que vous regardez, vous se renseignez jusqu'au. C'est trop facile, vous se renseignez sur Internet, par exemple, sur les principaux journaux de l'opposition vénézuélienne. Vous voyez les gros titres et vous sentirez vos propres conclusions. C'est suffisant. Vous se renseignez sur El Nacional, et l'Universal. Il suffit de que vous allez regarder ces journaux en ligne entre 2001 et 2002, par exemple. Analysez le contenu des gros titres et ça répond à votre question s'il y a liberté ou il n'y a pas liberté d'expression. Ce sont deux journaux d'opposition. Elles disent n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, ma question est, s'il n'y a pas de liberté d'expression, comment est-ce que les principaux journaux d'opposition puissent dire tellement de choses? Et maintenant, en ce moment? Ils disent, c'est pareil. Et Globo Télévision, est-ce qu'elle existe toujours? Ça, c'est écrit. Et le Globo, c'est l'autre. Elle existe toujours elle aussi. Existe toujours. Alors, on a effectivement, par rapport à votre question, on a effectivement, il a eu une liberté d'expression comme jamais. Mais on a compris que ces libertés d'expression, c'est-à-dire, ils se cachent. Les moyens de communication se cachent. Ils disent, vous m'empêchez la liberté d'expression parce que je ne veux pas dire ça. Ils sont des acteurs politiques. Ces libertés d'expression n'est une autre que dire, il y a la dictature, il y a le communisme, qui est enfermer le peuple. C'est une manière d'enfermer le peuple. Donc, il faut revenir surtout à la fermeture d'une chaîne télévision d'opposition, mais à ce moment-là, effectivement, quand on a su, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que je dis. Oh non, avec plaisir. Les images qu'on exporte de Venezuela à l'égard du monde, c'est assez différent de celles qui existent effectivement. Je vous rappelle, si, vous utilisez les mêmes concepts qu'utilisent effectivement les moyens occidentaux. On vous disait fermeture. On n'a pas fermé le canal. Attention. Vous êtes un acteur politique, hein, vous êtes l'opposition, vous êtes payé par les Américains pour dire n'importe quel mensonge, à quelle heure du jour, d'accord, vous êtes acteur politique. Il paraît qu'au bout des 300, on se rend compte que, selon la loi nationale, vous avez droit à tous les ans, chaque 5 ans, vous devrez passer un concours pour renouveler la concession de l'espace, de l'espectre électrique, dont l'État est naturellement propriétaire, ici en France et partout dans le monde. Je ne sais pas si vous savez ça. Il est arrivé un moment dont vous êtes venus à renouveler la concession, et nous, acteurs politiques aussi, vous êtes acteurs politiques. Si vous disiez votre opinion, c'est bien, mais vous êtes un acteur politique. Vous ne pouvez pas venir en tant que chaîne de télévision à dire renouveler la concession. Tu viens alors, on te ferme la concession. Tu veux jouer à la politique? Bon, on va jouer à la politique. C'est ça ce qu'on a fait. Et on ne l'a pas donné la concession dont le président, c'est ce monsieur, Marcel Granier, le président du groupe UNOBC, Empresas UNOBC en Latinoamérique, et Empresas Marte Télévision. À peu près de 10 000 milliards de dollars dans son chiffre d'affaires personnel, ce monsieur-là. Malheureusement, on l'a laissé sans travail. Il va mourir de faim dans la rue, Marcel Granier. Mais c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la manière dont vous construisez. Vous pouvez dire, effectivement, il n'a pas eu de... Mais vous êtes un acteur politique.
et vous tombez sur la question de la légalité. Mais celui qui attribue les fréquences ou les autorisations ou les concessions, ce qu'on voudra, c'est l'État. C'est l'État, et on ne s'est pas échappé de la loi. On a fait très soin et très attention à ne pas s'échapper de la loi. Toujours à l'intérieur de la Constitution, d'accord. On a joué, on a essayé, on a vu qu'il y a une loi qui dit, et c'est pas une loi qui a été créée par Chavez, justement, qui a été créée par la même 4e République, je vous rappelle. Ils se sont dit, d'accord, mais la loi dit que les spectres, que la concession télévisive, d'accord, mais on a ici un point pour ne pas la renouveler. Ben voilà, ils disent, ils ont tué la liberté d'expression, donc vous êtes un acteur politique. On a eu l'opportunité de vous couper la signale. C'est les règles du jeu. Ce sont les règles du jeu. Et en plus, on entre dans le débat parce que la même loi établit qu'il devrait avoir d'autres chaînes de télévision postulées chaque 5 ans. Depuis 100 ans, depuis 60 ans qu'il avait existé la télévision au Venezuela, il n'y a aucun autre. C'est un monopole. C'est un monopole. C'est M. Granier, pour faire ces 10 milliards de dollars, c'était un monopole. Vous imaginez que dans son système de concurrence parfaite, je rappelle, dans les termes d'économie, il n'existait pas la concurrence parfaite. Pour avoir un système de concurrence parfaite, ou pour avoir ces chiffres, il faut exterminer les concurrents. Au Mexique, c'était pareil. Je ne sais pas si vous connaissez Carlos Slim, aujourd'hui considéré l'homme le plus riche du monde. C'est pareil. C'est notre frère Marcel Granier au Mexique. Je ne sais pas si vous connaissez Carlos Slim, le propriétaire de Univision, le propriétaire de Telefónica de Mexico, l'homme le plus puissant du monde. Ou Berlusconi en Italie. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une dernière, enfin, je ne vais pas me permettre ça, c'est pas une dernière, mais j'ai une question, enfin deux. La première, elle est un peu gênante. Je connais un peu le Venezuela, je sais que M. Chavez a fait pas mal de bonnes choses, mais il y a une chose qui me choque d'un point de vue interne, c'est le trafic de drogue. Il ne fait pratiquement rien par rapport à la culture du pavot, le trafic de drogue. Il soutient tous les États qui font comme lui, Evo Morales et tout, qui ne s'attaquent pas à la drogue, mais il n'a pas soutenu Rafael Correa, qui lui a échappé à plusieurs coups d'État à cause de ça. Et il s'est attaqué, parce que moi c'est que je ne le vois pas, je vous le dis franchement, c'est que je le pense. C'est un peu une schizophrénie. C'est-à-dire que mener une politique de santé publique, d'éducation et tout, c'est bien. C'est-à-dire que c'est des projets de développement physique de la société, mais en même temps, permettre la culture du pavot. Pavot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'opium, c'est la fleur qui donne l'opium de la cocaïne. Ça n'existait pas chez nous. Ça n'existait pas au Venezuela. Non, mais le trafic de drogue. Oui, mais ça, c'est la cocaïne. C'est une autre chose. C'est une autre plante. Il fait les mêmes effets, mais c'est une autre plante, je crois. C'est du thé. C'est du thé, je crois. Alors, si vous permettez, avant que... Mais le trafic de drogue, c'est ça. Et deuxième question. Oui, allez-y. J'aimerais que ce soit la dernière question parce que nous avons conclu. Nous devons conclure parce que nous sommes un peu dans les temps. Donc, vous ne voyez pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient pour moi. Je suis là à vous répondre, à partager tout le monde. Il n'y a pas de problème. Le trafic de drogue, donc, je veux bien comprendre pourquoi on ne s'attaque pas à ce problème-là qui est un fléau énorme, il est destructeur de la société. Et donc la deuxième question, ce que je ne vois pas, je ne comprends pas dans la politique extérieure de Chavez, c'est que j'ai l'impression qu'il a une politique extérieure avec des œillères comme ça, un anti-américanisme, je dirais même un peu idéologique, et qui le fait tomber dans le piège de ne pas voir l'étendue du pouvoir de la finance internationale. Parce que le centre névralgique de cette dictature, de cet empire financier, c'est surtout la cité de Londres. Ce n'est pas Wall Street est une succursale comme Dubaï, comme Riyad sont des succursales de la cité de Londres. Et la Banco Santander est l'une des banques qui est liée à la cité de Londres. Même si elle est issue de l'Espagne, elle fait partie du groupe Interalpha créé par Jacob Rothschild en 1971,
et qui contrôle le monde entier. Donc on s'attaque aux États-Unis comme ça, c'est de sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est pas homogène, il y a des gens qui combattent ça. Et on tombe dans les griffes de l'ennemi, normalement, qui est l'ennemi. D'accord. Et puis, je reviens sur vous, je réponds vite fait. Venezuela, c'est un pays qui, aujourd'hui, il a créé d'énormes dispositifs pour lutter contre la drogue. Nous avons des pièges énormes de cocaïne tous les semaines. Il suffit que vous regardez les infos nationales. Combien de pièges dans la partie des succès, il y a des liens. Combien de kilogrammes de drogue, combien de nouveaux dispositifs ont été créés depuis... et justement, on a créé ces dispositifs parce que l'un des arguments des Américains pour dire c'est Chavez, c'est terroriste, et l'autre c'est narcotrafiquant. Je vous rappelle le succès à Panama de Noriega, après ce n'est pas utile pour Washington, il était un grand narco. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Noriega, Manuel Antonio Noriega de Nicaragua. Justement, pour éviter d'être signalé en tant que trafiquant de drogue, notre pays s'est engagé dans la lutte autant que possible. Mais alors je vous rappelle que nous avons 3000 km de frontières partagées avec un pays que c'est le premier exportateur mondial de cette substance. Je vous rappelle tout d'abord ça. Je vous rappelle aussi que la moitié de ces territoires, c'est presque la forêt amazonienne, c'est véritablement la jungle, contrôlée aussi par des groupes de pouvoirs parallèles à l'État colombien. Ces groupes qui parfois sont accusés de se soutenir à partir du commerce des substances illicites, vous le trouvez partout dans la frontière franco-vénézuélienne. D'autre côté, je vous rappelle qu'il y a des énormes marchés de consommation. Au nord de l'Amérique, il y a un grand marché de consommation qui stimule le commerce illégal des stupéfiants. Et je vous rappelle que notre pays, tout en étant géographiquement la plateforme où débouche le sud de l'Amérique latine envers les bassins caribéens, envers l'Europe, envers l'Atlantique et vers les États-Unis, on est privilégié pour que notre frontière soit infiltrée par les effets maléfiques du narcotrafic. Si bien on essaie de l'autre. Ils sont de l'autre côté de la frontière. Ça n'appartient pas à nous. Mais par exemple, ce genre de groupes, ce genre d'organisations qui essaient d'utiliser Venezuela comme plateforme de narcotrafic, c'est bien effectivement, mais je vous assure que ni le président vénézuélien, ni le peuple vénézuélien est engagé dans le narcotrafic. Peut-être que vous trouverez dans les bidonvilles, c'est pareil, vous trouvez aussi à Rio de Janeiro, à las favelas de Rio aussi, des gangs qui contrôlent une petite, pas dans la même mesure qu'à Rio, un petit peu plus petit, mais c'est normal, ce sont des formations qui sont là et qu'on essaie de contrarrester, mais que se développent, et que se développent non pas parce que c'est le business, nous avons une entreprise pétrolière, on ne besoin même pas de se financer à partir de narcotrafic, ça c'est hyper clair. Mais je pense que la question du narcotrafic, c'est dû à beaucoup de situations dont on a parlé, on a remarqué tout à l'heure, mais la principale, c'est la situation géographique du Venezuela, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est un pays comme ça, Venezuela c'est un pays comme ça, et moi je l'ai vécu particulièrement parce que mon département, j'ai vu la transformation géographique, historique et politique, les vieux pêcheurs comme ils sont devenus des trafiquants, ça je l'ai vécu dans mon département, c'est celui-là justement. Ça c'est le Venezuela plus ou moins. Vous voyez? Excusez-moi que je vous fasse des cartes. Ici c'est l'île de Trinité et Tobago, et ici c'est tous les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe. Ça c'est l'Atlantique, ça c'est la Caraïbe, Puerto Rico et Miami, aux États-Unis. Vous voyez, c'est hyper facile d'infiltrer. Et ici, c'est la Colombie, 3000 km de frontières. Tout ça, c'est 3000 km. C'est très facile d'infiltrer ces pays pour arriver à les grandes sorties de narcotrafic. Il y en a d'autres schémas. Le Mexique, c'est un exemple de ça. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi Rafael Correa, on ne s'allie pas à lui, qui lance une guerre sans merci.
le président équatorien. Voilà. Il est allié au Chavez. Ce sont des alliés énormes. Mais pas pratiquement sur cette question-là. Sur le narcotrafic. Oui, oui. Est-ce que, par exemple... Rafael Correa est allé beaucoup plus loin. Mais est-ce que Rafael Correa et Chavez sont à la fois des prisonniers, des vrais producteurs le vrai problème, l'origine du problème? C'est ce que j'essaie de vous dire. L'origine du problème, c'est ici. C'est pas Correa en Équateur. On est là. On est malheureusement le pont de passage. Malheureusement le pont de passage. Mais le vrai problème, c'est là-bas. Et c'est aussi la demande. La demande, l'offre et la demande sont là. La demande On des est à chiffres milieu. d'affaires qui se fait aux États-Unis. Le chiffre d'affaires qui se fait aux États-Unis. Vous voyez un peu ça, c'est ce que... L'offre et la demande ne sont pas chez nous, hein, dans tout cas. Ou dans tout cas très petits, je sais pas. Il n'y a pas les moyens dans les pays pauvres pour consommer comme ils consomment aux États-Unis ou en Europe les drogues. Voilà. Voyez-vous par exemple, chez nous, quand vous analysez que chez nous, le prix d'un gramme des substances stupéfiantes telles que la cocaïne, ça coûte par exemple 1 euro. 1 euro, c'est 10 000 bolivars, je ne sais pas. Mais imaginez-vous 3 euros, là j'en parle de 3 euros, la quantité, une quantité équivalente qui ici en France, ça coûte 60 $, 60 euros. Imaginez-vous où c'est le problème. Imaginez-vous où c'est le problème. Nous sommes à côté de la principale marché d'offres. Ben, on ne peut pas non plus demander au Venezuela de dépenser des milliards de dollars dans la lutte contre les drogues alors qu'ils ne sont ni producteurs ni consommateurs. C'est aux producteurs, aux consommateurs. Non, on essaie quand même de mettre des règles. Bien sûr. Mais les Colombiens, vous savez qu'est-ce qu'ils sont inventés pour nous faire filtrer les substances stupéfiantes? Ils nous sont importés. On ne va pas mettre tous les moyens de l'État contre les drogues. C'est sûr qu'il faut mettre à tous les moyens de l'État. C'est le meilleur moyen de corrompre les peuples et de les détruire. Il y a un manque d'éducation, de santé, il y a des secteurs plus stratégiques pour un pays qui n'est pas lui-même consommateur énorme de drogue. Mais quand on fait répondre la drogue, prenez l'exemple de ce qui s'est passé en Chine dans les guerres d'opium. Oui, ça c'est autre chose. Regardez ce qui se passe en Algérie, par exemple. C'est le meilleur moyen de... Il y a de la drogue en Algérie aussi. Ben oui. Partout, il n'y a pas un pays où il n'y a pas... Oui, effectivement. Mais par exemple, je pense qu'il y a la formation... Tout à fait. Et vous souffrez de la même situation de lieu de passage. Absolument. Vous comprenez de quoi je parle? Mais nous, on a des bons passeurs. Voilà. Vous voyez, ça existe chez nous, c'est pareil. On a des bons passeurs. chez nous, Ils sont bien grattés.